Bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui dans la joie d'être encore avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 12 juillet et nous saluons déjà ceux et celles qui sont avec nous, qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, notamment à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers aussi X ou Twitter. Vous avez vu dans les affiches ou dans l'annonce, aujourd'hui, nous aurons comme invité Monsieur Frédéric Fougerat, que vous voyez déjà sur l'écran. Alors, bonsoir Monsieur Frédéric Fougerat. Bonsoir Jean-Pierre. Si vous me permettez, j'ai envie de dire Buonasera Roma, Guten Abend Berlin et Mkokwa Malamu Kinshasa. J'espère être Alors, complet et buonasera, d'avoir été puisque correct. voilà, un peu l'italien, et puis Mbote Mingi pour ceux qui nous suivent et qui connaissent la belle langue, il paraît, la belle langue de Lingala, en République démocratique du Congo, mais aussi en République du Congo, Congo voisine. Donc, Kinshasa. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Frédéric Fougerat. Alors, nous sommes contents que vous parlez déjà un peu le lingala. J'espère que vous allez apprendre encore davantage, puisque un tout petit peu seulement. Mouke Mouke Gaka. Alors, je ne serai pas seul aujourd'hui pour vous tenir compagnie, pour vous interviewer. L'équipe de dialogue avec n'est pas au grand complet, mais nous avons quand même les éléments importants, comme celle que vous voyez maintenant, c'est Patricia Temouni qui sera avec nous. Bonsoir Patricia, ça va? Bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir Frédéric. Bonsoir Patricia. Alors, avec un grand sourire, elle sera aussi avec nous. Elle intervient depuis Londres et elle fera un peu la publicité, je suppose, puisque j'ai vu pendant qu'on faisait l'essai, elle avait un de vos ouvrages. On va les décortiquer tout à l'heure. Et puis alors, nous avons aussi un autre membre de l'équipe, c'est Monsieur Benjamin Umba depuis Berlin en Allemagne. Bonsoir Benjamin, heureux encore de vous retrouver. Bonsoir Padre, bonsoir Patricia et bonsoir Frédéric. C'est un plaisir pour moi de revenir. Guten Abend. Guten Abend. Alors, Monsieur Frédéric, on va directement commencer le dialogue avec. D'habitude, nous commençons toujours par découvrir notre invité à travers différents parcours. Le premier parcours, c'est votre parcours scolaire et académique pour que nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent à travers les différentes plateformes que j'ai citées au début, puissent vous connaître davantage. Évidemment, vous n'êtes pas un inconnu. Et alors, ils vont vous connaître encore davantage, mais à travers ces dialogues avec. Alors, parcours scolaire et académique, Monsieur Frédéric. Alors, c'est peut-être le moment où on va consacrer le moins de temps parce que j'ai un parcours scolaire tout à fait classique jusqu'au baccalauréat, mais je n'ai pas fait d'études supérieures. En réalité, j'ai commencé à en faire puisque je souhaitais être avocat et je suis allé à la faculté de droit à Paris, mais je suis très vite tombé malade. Et ça a été en réalité une bonne opportunité pour moi, parce que je pense que les études de droit n'étaient pas faites pour moi. En tout cas, le parcours académique n'était pas fait pour moi. J'étais plutôt fait pour apprendre en faisant. J'aurais plutôt dû faire un contrat d'apprentissage des métiers qu'on apprend autant à l'école que chez un artisan. Mais la vie en a voulu autrement. Il s'est trouvé que dans ces débuts des années 80 en France, se libéraient les ondes radio. Avant, nous n'avions que quelques grandes radios nationales et les radios privées étaient interdites. Et au début des années 80, les ondes se sont libérées, sont apparues des dizaines, des centaines de radios que nous appelions des radios libres, puisque c'était une nouvelle liberté que de pouvoir émettre et avoir sa propre radio. Et à moins de 20 ans, je me suis retrouvé à travailler dans une nouvelle radio, une création de radio. J'en étais à la fois un animateur, un producteur d'émissions. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais c'était la réalité. Et puis aussi directeur de la com de cette radio parce qu'il fallait la faire connaître. Et ça a été un démarrage avant de commencer une vie professionnelle qui ne s'est jamais arrêtée depuis.
Donc voilà. Alors, nous allons alors passer rapidement à cette vie professionnelle, puisque je suppose, déjà en lisant un peu votre biographie sur Internet, ça doit être évidemment une vie professionnelle, comme vous avez dit, qui ne s'est pas arrêtée, une vie professionnelle longue. Alors, nous allons maintenant entrer dans ce vif de sujet de votre vie professionnelle. Et on commençait évidemment par nous dire un peu l'année de votre début de vie professionnelle. Comme ça, nous découvrons cette longue vie professionnelle qui ne s'est plus jamais arrêtée. Alors, la fin des années 80, comme je le disais, c'est des débuts en radio libre, donc des débuts en médias. Et à partir de 1987, je rentre dans une vie professionnelle plus sérieuse et qui est celle du monde public, du monde du pouvoir, où j'ai dirigé des cabinets d'élus locaux, donc de maires, puis de parlementaires à l'Assemblée nationale en France. Et je me retrouve dans cette position parce que j'apparais comme étant un professionnel, déjà un professionnel de la communication, parce qu'en réalité, c'est un métier nouveau, il y a peu de références, et donc les gens qui ont démarré dans des radios libres se retrouvent des gens très jeunes, mais très jeunes avec une compétence et une expérience qui est assez peu existante en France. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et après 15 ans d'activité au service du public et du monde du pouvoir, j'ai souhaité aller dans des grands groupes, j'ai souhaité aller dans le privé, et c'est dans des grands groupes internationaux que j'ai pu ensuite être recruté, dans lesquels je suis resté 20 ans, 20 années dans des grands groupes internationaux, tous basés en France, mais avec des activités réparties dans différentes parties du monde. J'ai commencé dans les ressources humaines et l'intérim, je suis ensuite allé dans le pétrole. Je suis passé par la restauration collective, la restauration du voyage, la restauration de ville. Puis je suis allé dans l'immobilier et j'ai oublié être passé un petit temps dans la pharmacie. Donc j'ai vécu des expériences très diverses. En France, en principe, on change rarement de secteur. Si vous travaillez dans la banque ou l'assurance, vous ferez toute votre vie dans la banque ou l'assurance. Moi, j'ai eu la chance, en suivant un président qui était appelé de secteur à secteur, à aller travailler dans des secteurs très différents et du coup à ouvrir mon champ d'intérêt, de curiosité, d'expérience à des métiers qui étaient très différents et qui n'avaient pas de rapport les uns avec les autres. Et depuis 2 années, j'ai quitté ce monde des grandes entreprises, des grands groupes internationaux, des groupes cotés en bourse qui sont très dirigés par la finance, pour créer 2 agences de communication. Une qui est consacrée à la communication de crise, qui s'appelle Tenkan Paris, une agence qui pilote et assure l'image, la réputation et la crise de personnalités que j'appelle sensibles dans le sens où elles sont exposées. Et une seconde agence qui s'appelle Cogiteur, qui est une agence assez traditionnelle, une agence 360, qui fait du conseil en communication et qui est un peu, j'ai envie de dire, comme toutes les autres agences, à une exception près, c'est qu'elle a été créée par des anciens DIRCOM, directeurs et directrices de la communication, c'est-à-dire des gens qui ont occupé le métier de ceux qui sont nos clients. Et donc, nous savons ce qu'est leur métier, ce qu'est leur quotidien, ce que sont leurs codes, ce que sont leurs rythmes, ce que sont leurs freins, leurs facilités, leurs faiblesses. Et nous venons les assister, les soutenir, les accompagner dans leur travail de communicants, dans des petites structures, dans des grandes structures, dans le public, dans le privé. Et du fait de mon grand âge, qui se voit à la couleur de ma barbe, je suis aussi dans une phase de transmission. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner des plus jeunes à être des décideurs et des leaders de demain, pour moi pouvoir me retirer petit à petit et au bout d'un moment, et pour laisser ces jeunes être les nouveaux dirigeants de la communication demain. Sans vous couper d'abord, Monsieur Frédéric, qu'est-ce que vous appelez grand âge, puisque vous n'avez même pas encore 60 ans? Mais j'aurai 60 ans dans 2 ans, donc voilà, je suis quand même plus près de la fin de la vie professionnelle que du début. Et j'ai 37 ans de vie professionnelle déjà. Oui, alors vous avez cité des grandes entreprises où vous avez travaillé, dans lesquelles vous avez travaillé, vous avez aussi commencé vos propres entreprises. Alors, en quittant un peu ces entreprises, c'était par le fait que vous vouliez aussi vous lancer vous-même dans les entreprises. Et puis alors, si je peux enchaîner directement, et c'était facile de changer comme ça, d'être d'abord employé et puis chercher à devenir employeur.
Alors, ça n'a jamais été un sujet parce on pourrait se poser la question déjà sur le premier changement de vie professionnelle, de passer du public au privé. Je sais que dans beaucoup de pays, c'est pas évident. En France, c'est absolument pas une règle. Si vous êtes un salarié du public, vous ferez votre vie professionnelle dans le public et il y a peu de ponts avec le privé. Moi, c'est les circonstances qui m'ont amené à faire ça. C'est ni une stratégie, ni une volonté particulière, même si ça m'intéressait d'aller voir ce qui se passait dans le secteur privé. Et ça n'a pas été une difficulté, parce que souvent, on pense aussi qu'on ne va pas le faire parce que ce sont des mondes très différents et que ça va changer les choses. Mais être le collaborateur d'un président d'exécutif public ou être le collaborateur d'un président d'exécutif privé, c'est que ça se ressemble beaucoup. C'est la même énergie, le même engagement, les mêmes exigences aussi. Et ensuite, être entrepreneur, ça, c'est quelque chose d'assez différent. Je n'ai pas été très surpris de ce que cela représentait. J'étais un peu perturbé peut-être par le fait de devoir consacrer beaucoup de temps à autre chose que son propre métier, parce qu'il y a beaucoup de parties administratives, beaucoup de parties financières. Mais à ce petit détail près, c'est une autre forme de liberté, c'est une certaine forme de liberté. Alors, on n'a plus un patron, mais on a des clients, et ce sont les clients qui sont vos patrons. Donc, il y a de toute façon, vous travaillez toujours pour quelqu'un. Ça, c'est la règle où que l'on soit. Mais sinon, ça n'a pas été, en tout cas dans mon cas, particulièrement perturbant, non. Alors, plus de 35 ans dans le secteur de communication. Et c'est quelque chose, puisque vous avez dit, hein, vous vouliez faire le droit et vous avez abandonné. Et puis alors, quand vous entrez comme ça dans le droit, c'était aussi, puisque vous n'avez pas spécifiquement fait des études de communication. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là? C'était facile ou bien vous avez dû d'abord apprendre avant vraiment de nager dans ce secteur? Alors, évidemment que j'ai dû apprendre parce que, enfin, ça fait 35 ans que j'essaye de faire comprendre que la communication, c'est pas inné, que peut-être qu'on a des qualités personnelles et une forme de sensibilité qui nous donnent plus d'appétence pour faire de la communication. Mais la communication, ça doit s'apprendre, ça doit se pratiquer. Il faut faire des erreurs, il faut vivre des choses pour avoir une expérience et ensuite une expertise. Mais si je voulais commencer par faire du droit, c'est parce que mon intention était d'être un avocat et j'avais envie d'être l'avocat de ceux qui n'ont pas de moyens, l'avocat de ceux qui ne connaissent pas les règles, qui ne connaissent pas les codes, qui n'ont pas les bonnes relations. Donc vraiment l'avocat des plus fragiles, des plus faibles, qui ont besoin d'une aide et qui ont besoin de quelqu'un de fort à côté d'eux pour s'en sortir dans la vie. Ça, c'était ma motivation. Et quelque part, j'ai gardé toute ma vie aussi cet état d'esprit dans beaucoup de combats ou d'engagements que j'ai pu avoir et que j'ai pu mener grâce à la vie professionnelle, parce que quand vous avez des fonctions importantes dans une entreprise, ça vous donne aussi une autorité, un pouvoir, des moyens pour aider, soutenir des causes, mener des actions dans votre pays, à l'extérieur de votre pays, dans tous les pays dans lesquels votre entreprise exerce. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir attribuer des bourses, soutenir des projets écologiques, des projets humanitaires dans des pays où on travaillait et où l'entreprise n'avait pas seulement envie de venir faire son business, mais elle avait aussi envie d'être utile et de contribuer à la société dans laquelle elle évoluait. Elle donnait du travail, oui, elle apportait des ressources, mais elle voulait faire autre chose que seulement venir faire son business et puis après un jour repartir et puis finalement laisser le pays dans l'état dans lequel elle l'avait trouvé au départ. Donc ce côté avocat aussi des plus fragiles et des plus faibles, et quelque part sans faire d'études de droit et sans être un avocat diplômé, j'ai pu jouer ce rôle. Maintenant, comme vous l'avez dit, la communication, ça s'apprend. Et donc, j'ai appris en faisant. Il se trouve qu'il y a 37 ans en France, ce n'était même pas un métier, c'était un métier naissant. Donc, quelque part, j'ai appris tout en construisant ce métier. Alors, il y avait très peu de références. Souvent, on me pose la question de qui ont été mes références quand j'ai débuté, mais il y avait très peu de références. Alors, il y avait quelques écrits. J'ai eu un certain nombre de livres venant d'auteurs américains ou d'auteurs asiatiques aussi. On est très peu tourné ou insuffisamment tourné vers l'Asie, mais il y a aussi des choses très intéressantes en Asie sur les métiers de la communication. Et je me suis construit avec ces quelques petites références et aussi tout simplement en étant dans l'action, en travaillant et en apprenant, en faisant, avec des technologies qui ont énormément évolué. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait l'électricité, je vous rassure, mais il y avait pas encore l'informatique, il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore les chaînes d'information continue. Tout ça, j'ai découvert ça petit à petit dans ma vie professionnelle, ce qui a bouleversé ma façon de travailler. Qui
a bouleversé l'univers des communications, évidemment, avec les moyens modernes, notamment le numérique et puis les réseaux sociaux. Alors, dans le monde des communications, vous êtes homme d'affaires. Je voudrais un peu savoir les noms par curiosité comme ça, si vous pouvez un peu m'expliquer pourquoi l'essence des... Je ne sais pas comment on prononce ça, c'est Tecan ou Tenkan, exactement. Tecan Paris, et pourquoi ce nom? Et puis alors l'autre nom, un peu ça me fait rire quand j'ai vu ça, hein? Cogiteur, cogiteur, cogiteur. Pourquoi? D'abord Tecan et puis surtout, hein, nous expliquer un peu pourquoi vous avez choisi le nom disons, de cogiteur. Vous cogitez quoi en fait? Eh ben, on cogite beaucoup. Alors, votre question, elle est intéressante parce qu'en tant que communicant, j'ai créé des marques tout au long de ma vie professionnelle, des marques de services, des marques d'entreprise, des marques de produits. Et c'est très, alors je dirais pas que c'est très facile de créer des marques pour les autres, mais en tout cas, c'est très difficile de créer une marque pour soi-même. Peut-être qu'on manque de recul, peut-être qu'on met plus d'affect, et donc c'est très difficile de créer une marque pour soi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été pratiquant d'un art martial qui s'appelle l'aïkido, un art martial japonais, et il y a une action en aïkido qui s'appelle tenkan et qui veut dire pivoter, mais qui est une action d'agilité, de rapidité, de stratégie, de positionnement, de surprise de l'autre. Et je trouvais que ce nom était relativement une bonne synthèse de ce qu'est la communication de crise, et c'est ce qui m'a donné envie de nommer mon entreprise en charge de la communication de crise, de l'appeler Tenkan, et qui était aussi par ailleurs un mot qui n'était pas déposé, parce qu'aujourd'hui déposer une marque, c'est très compliqué par rapport à l'ensemble des dépôts qui peuvent exister. Quant à Cogiteur, on s'est retrouvé dans la même difficulté. Quelle marque trouver pour nous définir ce que nous faisions? Et j'aime à rappeler que la communication, ce n'est pas fabriquer des outils. La communication, c'est produire de l'intelligence. Et comment on produit de l'intelligence? Et par la réflexion et par le fait de cogiter. Et comme nous étions plusieurs et que notre métier, c'est donc de cogiter, à un moment, c'est imposé ce nom de cogiteur qui nous identifie et qui est extrêmement, qui fonctionne très très bien. Il a été très bien perçu au moment de la création, très bien mémorisé par les gens qui en entendent parler. Alors, si en plus, ils peuvent faire un peu sourire, ben, c'est formidable. Mais voilà comment on arrive à ces deux noms. Magnifique, magnifique. En fait, on sent et on voit que vous êtes très créatif, hein, et vous changez d'un métier à l'autre, vous changez aussi, comment il faut dire, disons, les soucis de droit, et disons, ou le goût des droits que vous voulez commencer, vous changez, vous commencez la radio, vous lancez dans les affaires et ça marche. Euh, Est-ce qu'on peut dire, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous porte, quel est le sous-bassement de tout ça pour changer, pour s'adapter et pour réussir un peu rapidement. Alors déjà, pour faire la référence au droit, le droit est très très présent en communication, que ce soit le droit à l'image, le droit de la propriété intellectuelle. Donc il y a beaucoup de droits en communication. Donc, et souvent, on retrouve des gens qui ont des formations de juristes dans les directions de communication. Donc quelque part, c'était pas incohérent et c'est pas c'est pas une rupture de passer du droit à la communication. Maintenant, ce qui m'anime, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais eu de stratégie. Ce qui m'anime, c'est d'abord d'avoir envie de me lever le matin. Il y a des gens pour qui c'est difficile d'aller travailler tous les jours. Donc, avoir la chance d'avoir un métier où en fait on a le plaisir d'aller travailler, bah, c'est quand même une chance immense parce qu'on passe beaucoup de temps dans la vie au travail. Et d'avoir un travail qui ait du sens et qui ait une utilité. Donc, parfois, mon travail n'a pas toujours un sens en tant que tel, mais il me donne des opportunités d'avoir dans ma vie professionnelle, d'être utile et d'être utile aux autres. Et je crois que c'est ce qui m'anime le plus. Et la deuxième chose qui m'anime le plus, en fait, ce sont les gens. Moi, j'aime les gens. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le goût des autres, parce que je pense que quand on est un manager, on doit aimer les gens et embarquer des gens avec vous, former des gens, permettre à des personnes de grandir, vous s'entourer de gens qui sont plus compétents que soi, voilà, pour faire des choses qui vous dépassent, qui sont plus grandes que soi. Ça m'anime et ça me donne envie de me lever le matin. Et ça me Alors, rend fier de me coucher le soir.
Vous êtes vraiment très créatif, Monsieur Frédéric Fougérat. Et dans ce sens, vous avez déjà évoqué un livre. D'ailleurs, Patricia elle s'intéresse beaucoup au livre. C'est une intellectuelle et je crois qu'elle aura des questions à ce sujet. Et évidemment, vous avez créé d'entreprises et puis, mais pas seulement, vous avez moins évoqué cet aspect en parlant seulement du livre, mais vous êtes aussi écrivain, parce que quelqu'un qui écrit déjà de livres, c'est un écrivain. J'ai essayé de voir, vous allez me dire si je suis complet ou bien exhaustif, que vous avez écrit déjà à peu près, je crois, 7. Alors, moi, je vais parler, je vais donner la liste que moi j'ai, alors vous allez ajouter d'autres. D'abord, un manager au cœur de l'entreprise. Voilà, et ça c'est un des livres que moi j'ai découvert. Et puis les DICO de la com. Voilà, ça concerne directement la communication. Et puis vous avez déjà parlé de ces livres. Hein. C'est quand même intéressant. Les goûts des autres. Et puis alors l'autre livre qui est aussi intéressant, avec un titre évocateur. Vous allez un peu nous expliquer peut-être pourquoi. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. C'est quand même curieux, ça m'a fait rire. Hein? Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Et puis alors, la com, c'est un métier. Voilà. Et ça, c'est les quatre que moi j'ai. Vous allez ajouter les autres, tout en essayant un peu de nous expliquer. Bon, les goûts des autres, vous en avez déjà parlé un peu. Mais ma curiosité, c'est un DIRCOM n'est pas un démocrate. Quand même, vous allez nous en parler. Alors, d'abord, les trois autres livres, puisque vous avez publié 7. Hein, bravo déjà, hein, puisque vous n'êtes pas, comme on dit, les savants d'un seul livre. Alors, le petit dernier qui vient de sortir, c'est Anthologie de la com. Anthologie de la com, oui. Qui reprend en fait des formules qui sont extrêmement reprises sur les réseaux sociaux. Voilà, toutes les semaines, je publie une formule assez simple, très basique, qui sont reprises et qui ont énormément de succès sur les réseaux sociaux. Certaines peuvent être partagées jusqu'à 300 000 fois. Pour moi, c'est beaucoup. Et voilà, c'est un langage assez simple et qui permet de se retrouver, de se reconnaître et parfois même de se rassurer dans son métier. Donc ça, c'est le dernier ouvrage. Le prochain qui sortira le 3 octobre, que j'ai compté dans les 7, et qui s'appelle, c'est un nouveau livre sur le management, et qui s'appelle L'élégance n'est pas une option, et question de management. Car malheureusement, nous sommes dans une société de plus en plus violente, froide, de moins en moins humaine et humaniste. Et je pense qu'un manager, c'est avant tout un rôle modèle. C'est une personne qui doit être exemplaire en toutes circonstances. Et c'est ce que je traite dans ce livre sur l'élégance que devrait être celle du dirigeant par rapport aux gens qui travaillent avec elle. Il y a un petit ouvrage qui est un ouvrage juridique et technique sur la copropriété. Donc celui-là, il vous intéresse nécessairement moins. Et puis, comme il est juridique, il est très franco-français. Et on arrive à 7. On arrive à 7 avec tout ça. Et vous avez cité le DICO de la com. Je me permets une petite parenthèse sur ce dictionnaire. C'est celui qui m'a demandé le plus de travail parce que créer un dictionnaire à partir de zéro, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de manques encore et d'absence de mots dans ce dictionnaire. J'en ai oublié quelques anciens, mais surtout à partir du moment où il a été publié, il y a eu tous les jours des nouveaux mots dans la communication. Ça avance très vite. Mais d'abord, j'adore les dictionnaires. Donc, j'avais très envie de faire un dictionnaire. Et surtout, je me suis rendu compte avec beaucoup de mes plus jeunes collaborateurs qu'il y avait beaucoup de mots dans la communication. Alors, je ne remonte pas à Gutenberg et à l'imprimerie, mais il y a beaucoup de mots dans la communication qui n'existent plus ou que les jeunes ne connaissent pas. Et je me disais que finalement, il n'y avait pas d'ouvrage qui documentait l'historique des métiers de la communication. Ça a été le pari fou que je me suis lancé en écrivant ce dictionnaire, dont la deuxième édition paraîtra normalement en 2025. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu aussi à ma curiosité un peu du titre là. Et voilà, je ne vous ai pas répondu sur un démocrate. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Eh bien, le titre de ce livre, en fait, il vient de mes tribunes qui a le mieux fonctionné en France. Et beaucoup de DIRCOM en France ont affiché cette tribune à l'entrée de leur bureau ou sur les murs de leur bureau pour faire comprendre à leurs visiteurs que la mission de la communication et spécialement d'un directeur de la communication, c'était pas de faire plaisir aux autres,
La communication, c'est ni fait pour faire plaisir, ni fait pour se faire plaisir. La communication, c'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour être utile. C'est fait pour répondre à des objectifs, pour servir une stratégie. Et donc, la question n'est pas de savoir qui préfère le bleu, qui préfère le rouge ou le orange. C'est qu'est-ce qui doit être utile pour servir notre commande, servir nos objectifs et avoir l'impact qu'on doit avoir. Et cette tribune, mes tribunes sont souvent d'une grande sagesse à l'intérieur, mais avec un titre un peu provocateur. Et ce titre-là l'était tout particulièrement parce qu'il fait beaucoup parler de lui, mais ça permet de vraiment faire comprendre que la communication, c'est pas de la démocratie participative, c'est pas le projet qui plaît le plus, qui est le bon projet. Le bon projet, c'est celui qui est le plus efficace. Alors, merci beaucoup. Hein. Je ne voudrais pas entrer dans la discussion pour le titre du livre, ni ce que vous venez de dire, puisque c'est mon monde aussi, la communication. Je voudrais quand même aussi, pour ne pas monopoliser la parole jusqu'à maintenant, je vais revenir à vous, mais je commence à donner aussi la parole aux autres membres de l'équipe. Je commence par Patricia. Elle est très curieuse celle-là, hein, et avec des questions que je crois qu'elle a bien préparées. Alors, Patricia, les questions à M. Frédéric. Rebonsoir. Bah oui, donc quand on a su qu'on allait inviter ce soir Frédéric, alors on s'est dit, alors personnellement, je me suis dit, bon, je vais d'abord commencer parce que je vois que vous avez une très bonne présence sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allée voir sur vos réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que vous faites, etc. Mais j'ai vu aussi que vous êtes beaucoup sur les chaînes télévision comme CNews, Radio Sud, etc. Donc, c'est vraiment… je me suis rendu compte que non, là, on n'est pas en train de parler de juste Monsieur Tout-le-Monde. Donc, j'ai été acheter le livre « La com est un métier », donc je l'ai lu. Alors, moi, j'ai pris ça un petit peu comme un peu comme celui dont vous venez de parler tout à l'heure, un dico, mais un dico de la communication, en fait, on va dire, parce que ici, vous faites comme une sorte de revendication. La com est un métier. Alors, est-ce que vous pensez que le métier de communication n'est pas assez reconnu? Vous avez le sentiment que c'est pas assez considéré pour avoir écrit un livre comme ça, avec plusieurs points, en tout cas… j'y reviendrai plus tard, mais c'est quoi votre appréhension? Pourquoi la com est un métier? Pourquoi remettre le point dessus aujourd'hui? Eh bien, parce que vous avez raison, je considère que la communication n'est pas assez considérée et je ne suis malheureusement pas le seul à en faire le constat, d'où cette nécessité de le rappeler régulièrement. C'est le cas en France, mais sachez que j'ai fait l'an dernier une étude auprès de 2000, un peu plus de 2000 communicants francophones africains dans près d'une petite vingtaine de pays. Et le même constat est ressorti, les mêmes freins, les mêmes manques de considération est ressorti sur la fonction communication. Une fonction qui soit n'est pas toujours confiée à des professionnels, et à ce moment-là, on ne va pas avoir une communication professionnelle, et il est utile de rappeler que c'est un métier et que c'est à des professionnels de le faire. Mais de façon générale, la communication est confiée à des professionnels. Mais dans l'entreprise, tout le monde s'imagine pouvoir être compétent en communication. Ah, le petit problème, c'est que les gens confondent le fait d'avoir un avis et le fait d'avoir une compétence. Et quand un directeur financier ou une directrice financière vous expose un plan de financement ou un plan de prêt ou une stratégie financière, personne ne vient donner son avis. Quand un directeur ou une directrice juridique vient vous évoquer les dispositions d'un contrat, on suit sa compétence, on respecte sa compétence et son expertise, et on ne vient pas dire ah bah, à l'article 2, je mettrai un autre mot, et à l'article 5, je mettrai une autre phrase. Alors qu'en communication, vous avez toujours des gens qui viennent vous donner leur avis. Je parlais d'un exemple de couleur tout à l'heure, c'est très simple. Des gens qui vont vous dire ah bah, moi, j'aime pas le orange. Mais moi non plus, j'aime pas l'orange. Mais si l'orange, c'est la bonne couleur parce que elle va servir et elle va avoir le bon impact par rapport à ce qu'on doit faire, alors la question n'est pas de savoir si ça me plaît ou si ça vous plaît, mais de faire le bon choix. Et ce métier de la communication, il y a toujours des intrus, des amateurs, des touristes qui viennent rentrer de force dans notre métier pour donner leur avis. La pire des choses. Je dis qu'un des pires ennemis de la communication, c'est le petit déjeuner.
Pourquoi le petit déjeuner? Parce que combien de communicants n'ont pas entendu leur dirigeant, leur patron, leur dire ce matin, au petit déjeuner, j'ai demandé à ma femme ou j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils en pensaient. Je leur ai montré, et ben ils m'ont dit oui, c'est bien, ou ils m'ont dit ah ben non, c'est moche. Et sur ce petit déjeuner, sur un avis de gens qui n'ont aucune compétence en communication, et ben parfois le travail, votre travail, celui de vos équipes, peut-être des semaines, des mois de travail, ben peut être annulé parce qu'une personne extérieure à vos enjeux, à votre expertise, à la connaissance de ce qu'il y a à faire, a juste donné un avis. Et donc le conjoint, voire des enfants, bah, leur avis peut avoir plus d'importance qu'un professionnel que vous avez recruté, donc vous l'avez choisi pour ses compétences, que vous payez, donc vous dépensez de l'argent pour son expertise, eh bien vous ne la respectez pas. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'il est essentiel de rappeler et de soutenir les communicants et de leur rappeler à leur écosystème que la communication, c'est un métier et que ce sont des professionnels. Alors, je crois que je donne encore une autre possibilité à Patricia d'enchaîner avec une deuxième question et puis on va aussi donner la parole à Benjamin. Alors, Patricia, une deuxième question? Oui, bien sûr. Sur ce que vient de dire Frédéric, directement, je pense à Kinshasa. Je pense que vous êtes venu à Kinshasa. Chez nous, on a l'habitude de voir des journalistes qui sont en même temps communicants. C'est quelque chose de très fréquent, donc pour plusieurs raisons, ils font les deux métiers. Mais maintenant, moi, j'aimerais que vous nous fassiez une petite explication, vous nous donniez une petite explication de ce qu'est la différence entre être un journaliste et un communicant. Et est-ce que là, on peut faire les deux? Est-ce que c'est possible de faire les deux? Alors, c'est vrai que je suis venu à Kinshasa pour la première fois avec un immense bonheur les 24 et 25 mars dernier pour 2 jours de conférence sous le haut patronage de Patrick Mouyaya, conférence qui était organisée par Antique Communication. Il y a eu énormément de participants, c'était vraiment fabuleux. Cette question m'a été posée et j'y ai déjà répondu. Je vais vous y répondre, bien sûr. Et cette question, elle faisait aussi partie de l'enquête que j'ai effectuée l'an dernier sur les communicants africains, parce que c'est une petite musique qui me revenait très souvent sur le fait qu'en Afrique, et c'est moins le cas en Europe, beaucoup de communicants exerçaient le métier de journaliste et inversement. Ce que l'enquête m'a fait comprendre, c'est qu'en fait, ce sont beaucoup de journalistes, pas des communicants qui exercent le métier de journaliste, mais beaucoup de journalistes qui exercent l'activité de communicant pour une raison souvent simple, elle est souvent matérielle, c'est que leur métier de journaliste ne leur permet souvent pas de vivre, et donc ils travaillent dans la communication pour avoir des revenus, pour leur permettre de vivre et pour leur permettre de conserver leur activité de journaliste. En France, je ne peux pas parler au nom de l'Europe, j'oppose toujours le continent africain à la France parce qu'on ne peut pas transposer au continent européen. On ne connaît pas ça. Il est vrai que parfois, certains journalistes en fin de carrière ou à un moment de leur carrière deviennent des communicants, mais alors ils ne font plus que ça. Et c'est beaucoup plus rare que des communicants deviennent journalistes. Maintenant, est-ce qu'on peut exercer les deux? Moi, je suis persuadé que oui. Il faut juste ne pas se tromper de casquette. Ce sont deux métiers différents, il y a des mêmes appétences, il y a des mêmes qualités, donc ces deux métiers sont très proches, mais ils n'ont pas la même vocation. Le métier de journaliste, il s'agit d'informer, il s'agit d'apporter un éclairage le plus complet possible sur un sujet, essayer de trouver tous les éléments de compréhension, de décryptage pour permettre à son lecteur ou à son auditeur de comprendre un sujet. Je ne parle pas des éditorialistes qui, eux, ont un angle, mais le journaliste, de façon générale, il a aussi un angle, mais il n'est pas supposé exprimer une opinion. Donc, il est là pour apporter une information la plus complète et maximum pour vous permettre de vous faire une idée. Le communicant, il est dans une démarche très proche, sauf que lui, il n'a pas vocation à vous faire réfléchir d'une façon globale. Il a vocation à attirer votre attention et votre regard sur un sujet, mettre la lumière sur un sujet particulier. Et donc, un sujet qu'il est supposé valoriser ou promouvoir, ou en cas de communication de crise, un sujet qu'il doit protéger ou préserver. Donc, la finalité est un peu différente, mais quelque part, intellectuellement, les deux métiers sont très proches. L'éthique, pour moi, est la même, parce qu'un communicant ne doit pas mentir. Je pense que le mensonge n'est pas une option en communication, et évidemment, un journaliste se doit d'être honnête et ne devrait pas mentir aussi. C'est son éthique et sa déontologie.
Donc, je pense qu'on peut absolument exercer les deux métiers, mais quand j'ai ma casquette de journaliste, alors je ne dois pas être un communicant, je ne dois pas chercher à promouvoir, je dois bien chercher à informer. Et quand j'ai ma casquette de communicant, eh bien là, je peux faire mon métier de communicant. J'espère que je réponds à votre question, que je suis suffisamment complexe. Sinon, vous me le dites. Merci. Super. Alors, on va de nouveau revenir à vous, Patricia. Monsieur Frédéric Fougerat a répondu déjà à ce que pouvait être ma question de savoir si il les voit seulement en France, mais comme il a dit qu'il a été en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, donc c'est pour dire qu'il œuvre aussi au-delà des frontières françaises. Alors maintenant, je donne... Jean-Pierre, si vous me permettez, Oui. je suis intervenu à Lomé au Togo, à Cotonou au Bénin, à Libreville au Gabon, à Conakry en République de Guinée, à Kin en RDC, et j'en ai autant de prévus dans les mois qui viennent. Voilà, et c'est riche. Tout ceci, c'est grâce à ma communauté, à mes communautés sur les réseaux sociaux qui sont très africaines, donc uniquement francophones et très africaines. Et quand je dis très africaines, je devrais dire qu'elles sont très congolaises parce que je pense que les followers de RDC, c'est ma plus grosse communauté, en tout cas sur Twitter X. Peut-être moins, elle est plus française sur LinkedIn et elle est plus africaine et congolaise sur Twitter X. Alors, je me dois aussi d'être disponible pour mes communautés, ceux qui me font confiance. C'est ce qui fait que je me déplace et que je réponds avec grand bonheur et aux invitations à me rendre sur place ou aux invitations comme ce soir à échanger avec vous. Alors, c'est un plaisir hein, quand vous dites que vous avez beaucoup de followers, surtout sur X ou Twitter, en République démocratique du Congo. Ça nous fait plaisir. Hein, Mais moi aussi. Ça nous droit au cœur. Alors, nous sommes presque contents d'être avec un Congolais blanc. Alors, c'est dans ce sens que je donne la parole. À Paris, certains journalistes me surnomment l'Africain. Voilà, et des journalistes africains, faut-il le préciser. Alors, l'Africain, voilà. Il ne se trompe pas, il ne se trompe pas. Alors, l'occasion de donner la parole à un Congolais, même si tous les Congolais qui sont avec vous aujourd'hui sont les Congolais de la diaspora, mais ce n'est pas grave, nous sommes quand même tous Congolais. Alors, on donne la parole à Benjamin aussi. Hein. Alors, eh bien, merci. Jusque-là, j'ai été vraiment satisfait par les débuts et tout ce qui a eu comme question. Et curieusement, le père Jean-Pierre a même anticipé une de mes questions que j'avais tout à l'heure. C'était de savoir un peu les pays dans lesquels vous travaillez en Afrique, particulièrement. Mais là, je vais poser, vous avez déjà répondu à cette question-là, mais plutôt une autre question, c'est de savoir quelles sont les personnalités politiques avec lesquelles vous aviez directement ou vous travaillez avec directement en Afrique. Parce que j'ai cru avoir lu que vous travaillez directement avec des personnalités politiques, si je ne me trompe pas. Vous avez travaillé avec plusieurs personnalités politiques en France, particulièrement, mais est-ce qu'il y en a en Afrique et si oui, qui par exemple? C'est la première question que j'ai. Alors déjà, je vous ai uniquement cité les pays dans lesquels je m'étais rendu ces 12 derniers mois, mais je travaille avec beaucoup plus de pays, mais je ne me suis pas encore rendu partout. Il y a même des pays où je me rends pour la seconde fois, alors que je n'ai pas eu la chance d'aller partout. Maintenant, votre question, elle est un peu délicate, mais je vais y répondre en partie, parce que les personnes avec lesquelles je travaille, ça reste, c'est une information qui reste confidentielle puisqu'il s'agit de communication de crise et en fait, on ne révèle pas les clients pour lesquels on travaille. Donc, il y en a quelques-uns en Afrique, mais ils ne sont pas extrêmement nombreux et ce n'est pas nécessairement des personnalités politiques, c'est aussi des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprise. Mais ces personnes avec lesquelles je travaille, je ne les cite pas. Après, j'ai des relations et des amitiés personnelles. Je vous ai cité Patrick Mouyaya, qui est véritablement un ami, à qui je souhaite, avec 24 heures de retard, mais en direct, un bon anniversaire, puisque c'était hier son anniversaire. Patrick Mouyaya, vous êtes vraiment des amis, hein, vous connaissez même son anniversaire. Voilà. Patrick, je l'ai connu quand il était parlementaire. C'est un ancien journaliste, au cas où vous ne le sauriez pas. Enfin, peut-être, et toujours journaliste parce qu'on est journaliste à vie.
donc, on a des sujets d'intérêt et de compétences communs. C'est certainement ce qui nous a rapprochés et ce qui nous a liés. Il se trouve qu'ensuite, après être parlementaire, il est devenu ministre. Et pour moi, le ministre, le plus beau ministère, celui de la communication et le porte-parole du gouvernement. Alors évidemment, ça reste un ami. Il n'y a pas de raison. Mais je ne travaille pas avec Patrick. Voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à maintes reprises, à Kinshasa, à Paris. J'ai aussi eu la chance de partager avec lui à Dubaï la journée qui était dédiée à la République démocratique du Congo pendant l'exposition universelle, avec d'autres d'ailleurs personnalités politiques, mais c'est avec lui que je me trouvais. Donc voilà, ça, ce sont des liens d'amitié personnelle. Vous avez derrière moi, voilà, elle est en rose, il faut comme la météo. Voilà, en rose, là, vous avez Abira Bonfo, qui était premier questeur de l'Assemblée nationale du Togo. Même chose, c'est une relation personnelle, c'est une amie, mais je ne travaille pas avec Abira et je ne travaille pas au service de personnalités politiques, d'ailleurs ni en France ni à l'étranger. J'essaye d'éviter ce genre d'activité professionnelle, même si il peut m'arriver de conseiller tel ou tel en cas de situation de crise. Mais mes clients sont plutôt des clients privés. Alors, merci. On donne encore la parole à Benjamin, hein, puisqu'il avait plus d'une question. Benjamin. Une deuxième question. En fait, récemment, je revenais du Congo. J'y ai passé presque 2 semaines. Après mon retour en Europe, j'étais infecté par la pollution. Parce qu'en fait, j'étais dans la région la plus industrialisée où pratiquement c'est fait toute l'exploitation minière, notamment avec les cuivres et le cobalt. Au-delà du cuivre cobalt, il y a la poussière, il y a la fumée. Donc, en fait, quand vous regardez toutes les villes, vous voyez de la poussière et la fumée, mélangée à la fumée. Et en tant qu'avocat, dans le domaine aussi de l'environnement, est-ce que vous ne pensez pas un jour vous investir un peu pour ce genre de régions où actuellement, moi j'ai dit, pour un jeune qui a 18 ans, je pense qu'il ne va pas vivre au-delà des 55 ans parce que ça devient, la pollution est vraiment de haut niveau. Dans Alors, votre communication, vous ne pensez pas un jour descendre dans cette région et peut-être voir comment donc, comment plaider pour, disons, ces populations? Vous étiez dans quelle région précisément? La région du Katanga, en général, dans le sud de la RDC. D'accord. Écoutez, il se trouve que j'ai eu quelques entretiens lors de mon passage à Kinshasa, justement sur ces questions, et j'ai été approché dans la perspective de peut-être apporter ma contribution à ce genre de sujet. Donc, j'ose pas dire que c'est un sujet d'actualité parce que rien n'a été fait, mais il se trouve que j'ai spécialement été approché sur ce sujet et qu'évidemment, il me touche beaucoup. Alors, il est très complexe parce qu'entre le développement industriel et l'environnement, on est souvent dans des jeux de contradictions où il est difficile de choisir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Merci. Alors, on continue, hein. Je vais donc encore donner la parole à Patricia. Certainement qu'elle a encore des questions. Des questions, n'est-ce pas, Patricia? Elle doit avoir des questions. Alors, vous avez la parole. Ah, merci. Alors, Frédéric, dans ton livre La com est un métier, j'ai noté, j'ai relevé que, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Ah, mais aucun problème. J'ai relevé que... Si c'est le cœur qui parle, ça me va très bien. Oui, c'était ça, on va dire que c'est ça. Donc, je vais continuer sur cette lancée-là. Ah, j'ai relevé que tu mets un point d'honneur à l'écoute pour mieux communiquer. J'ai surligné beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup penser à moi et à certains cours que j'ai fait de management. Pourquoi est-ce si important pour toi de savoir écouter pour être un bon directeur de communication? Alors déjà, pour répondre à cette question, et pour revenir tout à l'heure, j'ai omis une chose quand Jean-Pierre parlait de mon parcours, c'est que si je n'ai pas fait de grandes écoles ni d'université, ce qui est assez amusant,
C'est qu'en revanche, depuis 20 ans, j'ai beaucoup enseigné dans des universités, dans des écoles de communication, dans des écoles de pub, même à Sciences Po Paris. Donc, j'ai eu la chance à l'Institut du leadership du Gabon à Libreville. Donc, j'ai l'occasion d'intervenir à l'ISIC de Kountia dans la région de Conakry. Donc, moi, je n'ai pas fait d'études, moi, je n'ai pas de diplôme, mais je pense que c'est très important de faire des études et d'avoir des diplômes. Et j'y contribue par mon propre enseignement dans des grandes écoles en France et déjà dans 2 pays africains. Et pour répondre à ta question, Patricia, moi, je pense que la communication, avant d'être un métier de parole et d'expression, c'est d'abord un métier d'observation, un métier d'écoute, un métier d'attention. Il y a une qualité qui est indispensable pour un manager, mais qui est indispensable pour un communicant, c'est l'empathie. On ne se parle pas à soi-même, on ne parle pas pour soi, c'est bien pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre les autres, à connaître les autres. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se mettre à leur place, dans leur peau, dans leur personne, pour essayer de percevoir ce que vont être leurs intentions. Puisque moi, je veux produire une intention, une émotion sur une personne. Et il faut-il que j'arrive à comprendre comment cette personne fonctionne pour pouvoir essayer de produire cette émotion sur elle. Et je ne peux le faire qu'en étant attentif à ce qu'elle est, à ce qu'elle dit, à ses gestes, à son verbal, à son non-verbal. Et donc, il faut que je m'intéresse à elle. J'ai envie de dire, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ben, on ne peut pas s'intéresser à eux et on ne peut pas être un très bon communicant. C'est mon point de vue et je pense que la relation humaine, elle est très forte. Pour communiquer, c'est créer de la relation. Il ne peut pas y avoir de relation si on est seul. Et donc, si on n'est pas seul, il faut bien qu'il y ait une écoute et évidemment une écoute active. Il ne s'agit pas juste d'être présent et puis de tendre l'oreille et puis de dire ce qu'on a à dire, mais il s'agit de pouvoir échanger. Et ça ne passe que par l'écoute. Et j'insiste, par l'écoute active, évidemment. Merci. Alors, merci. Pour continuer sur cette question-là, alors merci pour l'importance de l'écoute. Mais quelles sont les autres compétences à développer, à part l'écoute attentive, pour être un bon directeur de communication? Alors, moi, j'ai 5 compétences clés que je mets en avant pour être un directeur ou une directrice de la communication. Je précise bien directeur ou directrice de la communication parce que il s'agit d'une fonction qui encadre et qui englobe toutes les fonctions. Après, il y a des compétences très spécifiques à certains métiers qui sont plus techniques ou plus experts. Un graphiste, il a besoin d'avoir des qualités créatives que n'a pas besoin d'avoir une personne qui fait des relations presse. Mais un directeur ou une directrice de la communication, lui ou elle doit avoir des compétences très transversales. Dans ces compétences, je l'ai indirectement évoqué avec l'écoute, parce que l'écoute, l'observation, tout ça participe au sens politique. Je pense que le sens politique, je ne parle pas de politique politicienne, mais je parle de justement cette capacité d'écoute, cette capacité de s'intéresser à l'autre, d'aller vers l'autre, cette capacité aussi de naviguer dans des relations formelles et informelles. Tout ça, c'est ce que je mets dans le sens politique. Ça me paraît être une qualité essentielle en communication. Et je dis qualité parce que ce n'est presque pas une compétence. On peut développer cette qualité, on peut la travailler pour en faire une compétence. Mais si on n'a pas du tout cette qualité, c'est, je pense, très compliqué, très difficile de l'apprendre. La deuxième qualité, c'est certainement d'être une force créative. On ne peut pas faire de la communication si on n'a pas d'idée. Alors l'idée, on peut l'apprendre chez les autres, on peut l'apprendre chez d'autres collaborateurs, on peut l'apprendre en équipe. Mais celui ou celle qui n'a pas d'idée n'a pas beaucoup d'avenir en communication. Et avoir des idées, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu non plus. La troisième compétence, pour moi, c'est la maîtrise de l'intelligence de la marque. Les anglo-saxons sont très, très forts sur l'intelligence de la marque. J'ose pas dire les francophones, mais en tout cas les Français, c'est pas notre compétence première. Et pourtant, la marque, c'est quelque chose de très important et c'est, je pense, de plus en plus important en communication. Et on a souvent la faiblesse ou le tort de réduire la marque à un nom ou à un logo. Mais la marque, c'est beaucoup plus. La marque, c'est une expérience. La marque, c'est des émotions. La marque, ce sont des hommes et des femmes qui incarnent la marque. Ceux qui l'incarnent en parlant, ceux qui l'incarnent en la faisant. La marque, c'est évidemment une identité graphique et visuelle, c'est-à-dire une cohérence globale qui accompagne la marque tous les jours, tout le temps, partout. C'est aussi éventuellement une identité sonore.
les marques qui ont une identité sonore, mais elles ont une force supplémentaire. Donc, cette intelligence de la marque, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de cohérence. C'est un peu militaire aussi, parce que dans beaucoup d'entreprises, les gens font un peu ce qu'ils veulent, chacun à son niveau de la marque. Il préfère la marque comme ceci, il préfère la voir comme ça. Mais je prends toujours le seul et même exemple parce qu'il parle à tout le monde, c'est Coca-Cola. Est-ce que quelqu'un imagine chez Coca-Cola dire « Ah ben non, mais moi, j'aime pas le rouge, je vais faire mon logo orange ». Non, Coca-Cola, c'est rouge. Ah mais moi, j'aime pas la forme de la canette. Dans mon pays, on va la faire autrement. Non, il y a quelques formes de canettes ou de bouteilles et il y a une seule marque qui est extrêmement cohérente et c'est ce qui en fait sa très forte puissance. Deux autres qualités, parce que je sais que Jean-Pierre, il s'impatiente. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Deux autres qualités pour répondre de façon complète à la question de Patricia, qui en plus a mon livre. Donc je sais qu'elle peut contrôler page 20, 21, 22 si je suis complet. Les deux autres qualités, c'est être un stratège des relations presse. Les relations presse, ça reste un métier et un travail très important dans la communication et donc pour un directeur ou une directrice de la com. Et j'ai senti ces dernières années, c'est un peu moins le cas peut-être aujourd'hui, j'ai eu le sentiment à un moment avec l'arrivée des réseaux sociaux que beaucoup de communicants avaient tendance à mettre de côté les relations presse en se disant finalement les relations presse, ça ne sert plus à rien, maintenant il y a les réseaux sociaux. Pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est en plus, c'est du travail supplémentaire, c'est de la puissance supplémentaire, mais c'est en plus, ce n'est pas en moins et ce n'est pas à la place des relations presse. La presse et les médias, ça reste quand même des médias de masse, c'est quand même une façon très puissante de toucher des cibles très importantes. C'est aussi du crédit. Hein, vous avez beaucoup plus de crédit si votre message il est transmis par un journaliste que si c'est vous qui l'affirmez directement. Donc, être un stratège des relations presse, c'est vraiment une qualité qui est encore très importante. Et puis évidemment, la dernière, et ça fait le lien, la dernière compétence pour moi, c'est penser digital natif. Il ne suffit pas de naître digital natif, il faut penser digital natif. J'en reviens à mon grand âge. Il y a moi qui ai travaillé la majeure partie de ma vie professionnelle sans le digital et le numérique. Il y a des gens de mon âge qui sont passés à côté du train et qui sont devenus has-been immédiatement. Il y en a d'autres, je pense en faire partie, et mes performances sur les réseaux sociaux en attestent un petit peu, qui ont pris le train en marche et qui sont, malgré leur âge, et qui pensent digital natif. Et ça, c'est absolument indispensable parce que si les relations presse doivent toujours être considérées comme très puissantes, mais il ne faut pas négliger ni les réseaux sociaux, ni le digital de façon générale. Donc voilà ce qui me paraît être 5 compétences clés. Alors après, en fonction des secteurs d'activité, en fonction de certaines spécificités, on peut affiner ces 5 questions. Mais en tout cas, ces 5-là sont incontournables et pour tout le monde de façon générale, et qu'on travaille dans le public ou qu'on travaille dans le privé. Voilà, merci beaucoup. On va revenir à Patricia, elle est riche en pensée celle-là. Et on va revenir aussi à Benjamin dans quelques instants et revenir à vous aussi, M. Frédéric, après cette petite pause. Voilà, nous remercions M. Abou qui est notre graphiste. Vous avez évoqué les graphistes. Le nôtre, on a passé un peu une petite pub pour lui puisqu'il nous rend beaucoup de services. Alors, avant de redonner la parole à Patrice. Excusez pour cette petite disparition. Je voudrais faire parvenir la question un membre de notre équipe du dialogue avec M. Frédéric, qui n'est pas là aujourd'hui, il est empêché, c'est d'ailleurs lui qui nous a mis en contact, M. Yves Karacha, qui me demande de vous poser cette question qu'il a envoyée par WhatsApp. La question de savoir quelle approche stratégique pour la communication de la République démocratique du Congo dans les contextes actuels. Bon, voilà, je ne fais que parvenir la question d'un membre de notre équipe, Yves Karacha, qui vous pose cette question. Il est en train de nous suivre quand même à travers, m'a-t-il dit, à travers Twitter ou X. Du coup, je profite de l'occasion pour le remercier de cette mise en relation parce qu'effectivement, sans lui, nous ne serions pas réunis tous les quatre et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, merci à lui pour cela. Maintenant, je ne répondrai pas à sa question et je vais vous expliquer pourquoi.
je ne m'exprime jamais sur la stratégie de communication ou sur le travail qui est fait dans un pays qui n'est pas le mien. Je ne suis pas légitime pour le faire. Je le considérerais comme étant une ingérence. Je formerais certainement beaucoup d'erreurs par manque de compréhension des circonstances du pays, de ceux qui le composent. Donc, je ne m'exprime pas sur la communication et de façon générale sur le travail et donc sur la politique d'un pays qui n'est pas le mien. Je ne m'exprime déjà pas sur la politique dans mon pays. Ce n'est pas mon métier, donc je laisse cela à d'autres, mais certainement pas dans un pays ami, voisin, puisque je n'ai aucune légitimité pour le faire. Donc ce serait incorrect de ma part de le faire. Veuillez m'en excuser. Voilà, je peux y déroger sur des micro-détails, mais sur une question aussi complète que celle-ci, je ne le fais pas, j'en suis désolé. C'est en d'autres termes ce qu'on appelle l'autocensure. Donc, c'est la Non, prudence. non. Il ne se fait pas dans les mauvais sens. C'est pas dans les mauvais sens. Voilà, ok, Non, on c'est est au sens d'accord. de réserve ou autocensure dans le sens que vous. Mais de correction par rapport à vous, parce que je ne voudrais pas me retrouver dans une situation de donneur de leçons qui vous expliquerait, vu de son pays, ce que vous devriez faire dans le vôtre. C'est vous qui êtes les plus à même de savoir ce que vous avez à faire chez vous. Et je n'ai pas la connaissance et la légitimité pour prétendre vous donner des conseils. Et c'est ce que je ne veux pas, c'est ce que je ne veux pas faire. Et je ne voudrais pas non plus que d'éventuels conseils puissent être interprétés ou utilisés à l'encontre des uns ou des autres. Là, je sortirais totalement de mon rôle. Donc, je suis respectueux de tous les pays dans lesquels je m'exprime et je m'abstiens d'avoir une expression qui puisse être considérée ou utilisée comme politique. Et là, cette question m'y obligerait indirectement, malheureusement. Voilà, merci beaucoup pour cette prudence, comme je l'ai dit, cette autocensure personnelle. Alors, Benjamin, vous avez encore une question rapidement avant que on passe. Oui, je sais qu'il y aura des questions certainement, hein, Monsieur Benjamin, et puis on va encore revenir à Patricia, mais avant Patricia, moi j'ai encore un peu, je vais faire diminuer le nombre de mes questions pour aller vite. Alors, on donne d'abord la parole à Benjamin, s'il a d'autres questions lui aussi. Alors, une toute petite question. Aujourd'hui, il y a quand même l'influence des réseaux sociaux. Nous voyons comment, par exemple, au Congo, il y a plusieurs journalistes qui pratiquement quittent les médias traditionnels dans lesquels ils travaillaient pour se lancer sur un média personnel, c'est-à-dire sur YouTube. Est-ce que vous trouvez que ce média ou cette forme de communication a de l'avenir? Ou avec le temps, ça sera aussi, ça va pratiquement perdre un peu sa réputation. Bon, ça perd un peu le sens d'un journaliste réel. Je vais être prudent parce que faire des prédictions, c'est pas facile. Qu'est-ce que sera YouTube dans 2 ans, dans 10 ans? On n'en sait rien. Quand on voit toutes les évolutions qu'il y a eu chez Twitter, devenu X, qu'on n'arrive même pas à appeler, c'est très difficile de faire des prédictions. Maintenant, je constate, oui, effectivement, qu'un certain nombre de journalistes, ou en tout cas de producteurs de contenu, si on va aller être un peu plus large que des journalistes, finalement, quittent des médias ou des espaces traditionnels pour ce qu'on appelle le own media, c'est-à-dire son propre média. Et YouTube en fait partie, mais vous en êtes aussi des exemples. Moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on peut être très performant en étant sur son own media à partir du moment où on est un producteur, un vrai producteur de contenu, qu'on crée, qu'on développe, qu'on anime une communauté, qu'on a une régularité de publication, de programmation, qu'on donne des rendez-vous à ses audiences. Bah, à partir du moment où on le gère comme on gérerait professionnellement un média, je pense que ça peut avoir de l'avenir. La grande incertitude réside vraiment quand même dans la possible fragilité de ces plateformes. Personne ne peut dire si dans 2 mois, YouTube n'aura pas disparu pour X raisons. Est-ce que Elon Musk ne décidera pas au mois de septembre de fermer Twitter parce que ça ne lui rapporte plus assez d'argent? Voilà, on est face à des décideurs qui peuvent à tout moment changer la face des choses. Mais abstraction de cette réserve, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose et aussi une opportunité
tant pour les producteurs de contenu que pour leurs audiences, que nous ayons toutes et tous cette capacité à pouvoir partager, à pouvoir recevoir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Frédéric, pour ces questions. Il faut dire que même dans l'évolution des médias, quand un média nouveau apparaît, on a toujours peur qu'il puisse faire disparaître le premier, mais ce qui n'arrive pas, par exemple, pour les médias classiques, de même pour les réseaux sociaux, il y a ceux qui sont arrivés et qui ont vite disparu, mais il faut attendre avec le temps pour voir ce qui sera stable et non. Alors, nous avons commencé avec Facebook et il n'y avait rien d'autre. Et voilà, les choses ont bien évolué. Facebook s'est un peu dégradé, a repris du poil de la bête. Donc, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ok. Alors, avant de donner de nouveau la parole à Patricia, puisque c'est une dame de beaucoup de pensées, puisqu'elle fait des pensées du jour. Elle a aussi beaucoup de pensées au corps pour aujourd'hui, aussi pour des questions. Et je voudrais quand même dire quelque chose de vous, Frédéric. En 2021, vous allez vous souvenir, vous allez un peu nous dire ce que ça vous a fait comme effet. Forbes, vous avez classé numéro 1, si je ne me trompe pas, de son top 100 des décideurs les plus influents de la communication en France. Nous pouvons savoir quelque chose et puis qu'est-ce que ça vous a fait comme effet? Eh ben, effectivement, c'était d'abord une grande surprise. Alors c'était une vraie fausse surprise parce que pour vous raconter la petite histoire, j'ai été approché au mois d'août de cette année-là en m'expliquant que le magazine Forbes allait faire un grand événement au milieu de l'hiver et me demandait si je serais présent. Et donc, je m'étonnais de leur sollicitude et de s'inquiéter de savoir pourquoi je serais présent ou pas. Je ne voyais pas exactement ce que ça pouvait leur faire, en tout cas aussi longtemps à l'avance et puis nominativement. Et là, ils ont dû m'expliquer qu'ils allaient produire un top 100 et qu'ils avaient l'intention de faire monter sur scène les premiers, la dizaine de premiers participants, me laissant comprendre que j'étais donc dans les 10 premiers classés. Et puis après, ils se sont trahis parce qu'ils m'ont expliqué que les 3 premiers, il y aurait une interview et une séance photo. Et que donc, ils me demandaient que je puisse être présent pour l'interview et la séance photo, ce qui me laissait supposer que j'étais dans les 3 premiers. Et au final, ils m'ont expliqué que j'étais le premier. Donc, je me suis rendu en connaissance de cause et sans effet de surprise quant à cette position qui évidemment était, ceci dit, une surprise. Je ne savais pas que c'était la première fois qu'il y avait ce type de classement en France des communicants. Alors, ce n'était pas les communicants les plus influents. Le titre exact, c'était décideur de la communication le plus influent en France. Et écoutez, d'abord, quand c'est Forbes, c'est quand même une marque. Tout à l'heure, nous parlions de marque. C'est une très belle marque. Et puis c'était à la sortie de Covid, un peu. Exact, oui, parce qu'en fait, l'événement devait avoir lieu l'année d'avant et il a été reporté d'une année avec un classement qui a évolué, mais par chance, je suis resté numéro 1. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le classement n'a pas été renouvelé depuis, puisque moi, j'imaginais, comme une Miss France ou une Miss Monde, remettre ma couronne à la personne qui allait me succéder l'année d'après. Et pour le moment, la couronne est toujours chez moi. Vous continuez à être donc numéro 1 jusqu'à présent, alors. Eh ben, oui, parce que le classement n'a pas été renouvelé. Bon, à prendre avec beaucoup d'humilité et de modestie, même si c'est un classement dont d'ailleurs la façon de faire a été partagée publiquement. Il y avait beaucoup de catégories auxquelles des points étaient attribués et ça permettait d'établir ce classement. Ce classement ne m'était pas du tout favorable sur un certain nombre de points parce qu'il y avait notamment beaucoup de points attribués au niveau d'études. N'ayant pas de diplôme, j'avais 0 point à ce niveau-là, mais voilà, je me suis rattrapé sur d'autres catégories pour avoir obtenir, pas pour avoir, parce que je ne l'ai pas cherché, mais pour obtenir cette place de numéro 1, qui rend très fier, il ne faut pas se mentir. Je ne vais pas faire le faux modeste. Voilà, jamais dans ma vie, j'aurais imaginé être dans un classement de Forbes, encore moins en être le numéro 1.
Voilà, c'est quand même quelque chose qui rassure hein, pour vous et puis qui vous met sous les effets de projecteurs et de lumière. Et félicitations pour ça, Frédéric. Merci. Alors, de nouveau, la parole à Patricia pour des questions. Et puis, nous allons peut-être donner, pas peut-être, nous allons donner la parole aussi à ceux et celles qui nous suivent, puisque j'ai vu qu'il y a quelqu'un déjà qui a une ou deux questions. Patricia. Alors, Frédéric, alors tu es un spécialiste de la communication de crise. Tout à l'heure, la question de, comment il s'appelle, Yves, pardon. Tu n'as pas pu y répondre, c'est normal, mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très sage. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de communication de crise, d'un moment où tu as pu régler une crise par rapport à la communication, en tout cas, avec ta communication? Eh bien, tu vois, en réalité, Patricia, ce sur quoi souvent j'insiste quand on parle de ces sujets-là, c'est en communication de crise, la communication de crise, déjà, pour commencer, c'est peut-être ce qui regroupe le plus toute l'excellence de la communication. Donc, on n'est pas un bon communicant de crise quand on est tout jeune et qu'on débute. En fait, il faut avoir vécu beaucoup de choses, pas seulement des crises, mais aussi avoir vécu des crises. Et c'est cette expérience-là qui fait qu'on est un bon communicant de crise. Et on est un bon communicant de crise aussi parce qu'on s'y est préparé, donc l'expérience aide à la préparation, parce qu'on s'y est entraîné et parce qu'au moment où intervient une crise, en fait, on a la capacité et la possibilité de consacrer 100% de son temps de cerveau uniquement au sujet de la crise et non plus à des sujets périphériques ou organisationnels ou opérationnels qui viennent polluer la crise. Et moi, j'ai envie de dire, alors si c'est une pirouette et que tu souhaites que j'évoque des cas de crise, je le ferai, mais j'ai envie de dire que les crises que j'ai le mieux gérées, ce sont environ les 85% de crises qui n'ont pas abouti à une crise médiatique. Et j'entends par là que la majorité des crises sur lesquelles j'ai travaillé n'ont pas abouti à des crises médiatiques. Alors, en partie par chance, mais aussi par travail, par action professionnelle de ma part. Et c'est ça les meilleures crises finalement, parce que c'est celles qui font le moins de dégâts et donc qu'on n'a pas à gérer au final médiatiquement. Ça n'arrive que sur des crises qui ne sont pas accidentelles. Évidemment, toutes les crises qui sont accidentelles, elles te tombent dessus et ça, tu ne peux pas les avoir anticipées. Tu peux avoir anticipé l'organisation que tu vas mettre pour travailler sur la crise, mais le sujet de la crise, lui, tu n'as pas pu l'anticiper. Merci. Merci. Alors, on va revenir à vous encore si vous avez des questions. Je suis sûr que vous en avez, Patricia. Le temps de faire parvenir la question de qui dit ceci, je crois que c'est une façon de poser la question. L'avenir de l'information face à l'intelligence artificielle, un danger? Voilà, c'est la question de Tim Zingachane. Bien, je remercie Tim pour cette question parce qu'elle est vraiment au cœur de notre actualité, de notre quotidien. Aujourd'hui, on ne peut plus parler ni d'information ni de communication sans l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. Toutes les technologies viennent bouleverser nos habitudes et donc, quelque part, légitimement, nous font peur. Nos ancêtres qui n'avaient pas l'électricité, quand l'électricité est arrivée, il y avait des gens qui étaient contre l'électricité. Ça leur faisait peur. Je ne sais pas s'ils ont eu raison ou tort, mais en tout cas, il a fallu faire avec et aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. S'il n'y avait pas d'électricité, nous ne pourrions pas échanger ce soir. Nous sommes tous dans des pays différents. Voilà, la technologie, l'innovation, c'est absolument formidable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir l'utiliser, l'apprivoiser et en faire une arme pour soi. Oui, l'intelligence artificielle, elle va poser des problèmes au niveau de l'information, certainement des problèmes démocratiques, parce qu'elle va permettre, par des fausses informations, aussi de manipuler les populations. Elle va permettre de faire beaucoup de choses négatives. Mais si on s'en sert comme une arme, peut-être qu'elle va aussi nous permettre d'aller déjouer ces fausses informations. Aujourd'hui, une fausse information dans un journal papier, est-ce qu'on a toutes les capacités d'aller la révéler et de la retrouver? Mais peut-être que l'intelligence artificielle, elle va venir nous aider
à faire ce travail inverse. Donc, tout dépend de la façon dont on va savoir l'utiliser et notre capacité à l'utiliser. Alors, les gens qui sont malveillants ont souvent toujours de l'avance sur les gens qui sont bienveillants. J'ai quand même le sentiment que le monde arrive quand même à avancer avec plus de bienveillants que de malveillants. Maintenant, sur l'intelligence artificielle aussi, elle ouvre beaucoup de sujets. J'ai enregistré hier ou avant-hier un podcast avec une podcasteuse haïtienne sur toute la dimension de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur autour de l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des questions ouvertes, il n'y a aucune réponse de à qui va appartenir ce qui est produit, fabriqué par l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr que ça va venir bouleverser nos métiers de communicants, ça va venir perturber l'information, puisque c'était la question de Tim, cette question liée à l'information, mais peut-être que ça va aussi nous donner une capacité d'être plus puissant et plus fort pour peut-être une meilleure information. La chose que je pense importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, elle n'empêchera jamais l'intelligence réelle. Et on peut aussi se faire confiance, nous, entre hommes et femmes, pour que l'intelligence réelle, peut-être soit plus forte que l'intelligence artificielle, qui, elle, va décupler nos forces, elle va nous rendre beaucoup plus puissants, elle va nous permettre d'accéder à des données beaucoup plus importantes. Mais il y aura quand même de l'intelligence réelle pour venir l'utiliser, pour venir faire des requêtes, pour venir la contrôler. Mais c'est un vrai sujet. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas de sujet derrière ça, il ne faut pas imaginer qu'il n'y ait pas de risque ou pas de danger, mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut l'affronter et qu'il faut foncer dans l'intelligence artificielle parce que sinon, c'est elle qui va nous foncer dessus. Voilà, il faut aller vers l'intelligence artificielle avec beaucoup d'intelligence, évidemment. Avec l'intelligence humaine, on peut bien utiliser l'intelligence artificielle, évidemment. Ça, c'est évident. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, le même parce qu'on n'a pas le choix. En fait, la question ne se pose pas. On n'a pas le choix. Donc, il faut y aller. Ok. Alors, le même Tim Zingashan a encore une autre question. On va aller rapidement puisqu'il nous reste une dizaine de minutes seulement. Et je suis sûr que Patricia et Benjamin ont encore des questions. Moi, j'en ai encore à peu près 2 ou 3. Et alors, Tim Zingashan a dit encore ceci. La guerre de l'information, une réalité. Ça a toujours existé. Moi, je peux même répondre à la place de Frédéric. La guerre de l'information, ça c'est évident. Il y a certaines informations, bon, ça je peux dire comme ça, je peux me permettre de le dire. Quand c'est, prenons l'exemple, moi je me permets je prends la responsabilité de le dire. Avec la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des fois où quand la Russie donne une information, c'est l'Europe qui dit c'est l'infox, et alors vice-versa. Donc ça c'est évidemment, il y a toujours la guerre d'information. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais je donne quand même la parole à Frédéric aussi. Moi-même, je vais me permettre de déroger un tout petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, mais je n'entre pas dans des considérations politiciennes. Moi, je vois 3 très grands conflits actuellement mondiaux. Vous avez cité la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la guerre entre Gaza et Israël, et il y a la guerre entre la RDC et le Rwanda. Dans les 3 cas, nous avons bien affaire à des guerres d'information. Alors oui, pas seulement des guerres d'information, parce que oui, il y a des horreurs, oui, il y a des victimes, oui, il y a plein de gens qui sont blessés, qui sont morts, et c'est absolument inutile, inhumain. Ça, c'est des horreurs, et c'est très loin de l'information. Mais ces guerres sont quand même pilotées par de l'information, avec de la propagande d'un côté, de l'autre, de la propagande qui répond à de l'information qui répond à la propagande, et où chaque agresseur a envie de paraître le gentil, comme pour justifier son acte par rapport à celui qui est agressé. Vous voyez que je ne cite personne et je ne donne aucune position, mais vous imaginez certainement ce que je peux penser. Et là, on est vraiment dans la guerre de l'information, et elle a toujours existé, je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre, mais elle est plus puissante aujourd'hui, notamment du fait du digital et des réseaux sociaux, parce qu'on peut aller toucher directement, sans intermédiaire, les personnes dans leur foyer, chacune dans leur foyer. Une bombe peut aller tuer dans un foyer, mais l'information, elle peut aussi aller faire des dégâts dans chaque foyer, quoi. Voilà, merci beaucoup. Avant que moi je n'enchaîne 2 ou 3 questions, je redonne la parole aux autres membres.
Patricia d'abord, encore une question ou des questions? Oui, une. Je vais m'en tenir à une. J'en ai plusieurs, mais le temps passe. Je suis sûre que Frédéric a d'autres choses à faire plus tard. Il se fait tard. Alors, on a parlé un petit peu des nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux, etc. Et je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a eu vraiment la création de nouveaux métiers, comme les influenceurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu, qui se sont un peu tous transformés en communicants, mais à travers leurs réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est une sorte de menace pour le métier de communicant? Si oui, comment? Et si ce n'est pas une menace, est-ce que ce sont des collaborateurs plutôt? Est-ce qu'il faudrait plus les utiliser ou en faire vraiment un bon usage, puisque ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont vus et regardés par des millions de personnes? Donc là, tu me parles des influenceurs. Des influenceurs, les youtubeurs, tout ce qui est sur les réseaux sociaux en tout cas. Alors, moi, je ne pense pas que les influenceurs, ce soient des communicants. Je pense que ce sont des outils de communication. Un influenceur est un outil de communication, comme un média, comme une chaîne YouTube. C'est un outil de communication avec une audience plus ou moins forte, plus ou moins ciblée. Un micro, d'ailleurs, un nano-micro-influenceur peut être bien plus performant qu'un énorme influenceur en fonction du besoin ou d'une stratégie de communication. Donc, je pense que oui, il faut travailler avec eux. Il ne faut pas travailler avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il ne faut pas tout miser sur un influenceur ou des influenceurs. Donc, ça doit faire partie d'une variété de canaux de communication. Mais les influenceurs, pour moi, ce sont des canaux de communication avec leurs particularités. Ils doivent aussi se travailler avec leurs particularités. On ne travaille pas avec les influenceurs comme on travaille avec les journalistes. C'est vraiment deux approches très différentes. Mais une fois qu'on a pris conscience et qu'on est capable de faire ces nuances et d'être organisé, d'avoir les ressources ou les moyens de le faire, je pense qu'il ne faut pas hésiter si c'est pertinent. Tout n'est pas pertinent. On n'a pas forcément besoin de faire une vidéo, on n'a pas forcément besoin de faire une pub, on n'a pas besoin de faire une affiche, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à un influenceur. Mais si c'est pertinent dans une stratégie de communication, alors il n'y a aucune raison de s'en priver. Il faut savoir travailler avec, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les contrôler, les briefer. Et après, je pense qu'ils peuvent donner de bonnes performances. On a tous plus ou moins de très bonnes expériences avec des très bons résultats et puis de moins bonnes expériences avec des résultats moins forts. Il faut aussi apprendre à travailler avec ces influenceurs de qualités diverses aussi. Mais voilà, pour moi, ce sont de très beaux canaux de communication. Ce ne sont pas des communicants, ce sont des outils. Ce n'est pas très joli parce que ce sont des personnes, mais voilà, ce sont des canaux de communication dont il ne faut pas se priver si on en a besoin. Alors, Benjamin, une question encore ou Oui, bien? ma dernière question, parce que tout à l'heure, Frédéric a parlé, il a mentionné son amitié avec le ministre Mouyaya. Et ma petite question est de savoir, et il a aussi dit qu'on est journaliste à vie. Et par exemple, le ministre Mouyaya, il est actuellement ministre, il a été député. Et si demain, il revenait sur un média en tant que journaliste, aura-t-il la même crédibilité ou les gens vont le considérer comme un militant parce qu'il a déjà une couleur politique? C'est assurément une question que se posent tous les gens de communication ou tous les journalistes qui sont passés par la politique. C'est qu'ensuite, nécessairement, ils représentent une opinion. Donc, c'est pour la raison pour laquelle souvent ils se retrouvent plutôt soit éditorialistes parce qu'ils ont une ligne politique qu'ils peuvent valoriser. Donc ça, c'est une possibilité. Mais ils peuvent aussi exercer leur métier de façon très différente. Un journaliste, c'est pas seulement une personne qui se présente face au public ou qui présente un journal télévisé ou qui signe des tribunes dans la presse. Ça peut être du grand reportage, ça peut être dans des secteurs sur des sujets tout à fait différents. Donc je parle pour une personne qui a fait de la politique, qui peut être dans le milieu de la santé, dans de l'expertise technique, sur des questions animalières, florales. Donc des questions où l'appartenance ou la mouvance politique affichée à un moment de sa vie professionnelle n'aura aucune importance parce qu'aucun impact sur son sujet. Donc il y a vraiment beaucoup de façons différentes de faire du journalisme. Et donc, ce n'est pas nécessairement
handicap d'avoir eu une étiquette ou une exposition publique et politique avant, mais encore une fois, c'est un sujet, c'est plus délicat pour traiter d'économie et d'affaires publiques, puisqu'on saura que cette personne a forcément eu au moins un attachement politique, donc on connaît sa sensibilité politique. Mais ça peut aussi être sur un plateau télé, d'avoir deux éditorialistes différents qui viennent parler de l'actualité, et chacun a une tendance politique complémentaire et différente, et donc opposée mais différente et complémentaire. Voilà, il y a plein de combinaisons possibles pour retrouver son travail de journaliste. L'écriture aussi, il y a beaucoup de journalistes qui se lancent et qui se consacrent à l'écriture, là pour la production de revues ou pour la production de livres. Donc je suis pas inquiet pour lui le jour où il souhaitera changer ou revenir à son métier de cœur et d'origine. Je pense qu'il trouvera de quoi faire. Mais c'est un sujet, vous avez raison. Merci beaucoup. Alors, je vais enchaîner de petites questions qui nécessitent de petites réponses. D'abord, une que j'emprunte à Patricia, puisqu'elle a souvent l'habitude de poser ces questions quand elle dirige l'émission. Et si vous étiez une citation, ça serait laquelle, Monsieur Frédéric? Si j'étais une citation, ce serait plutôt, ce serait une citation japonaise. Une citation japonaise. Non, qui est on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre, quand on arrête d'apprendre. Oh, ça c'est super, ça. C'est vraiment une bonne citation. Je crois que même Patricia est contente et puisque j'ai emprunté cette question d'elle. Donc, on finit de. On commence à vieillir quand on arrête d'apprendre. Oh, ça c'est super, ça c'est instructif, ça. Merci beaucoup pour cette citation. Alors, une autre petite question avec une réponse rapide. Quel est votre meilleur souvenir de vie jusqu'à présent? Mon meilleur souvenir de vie. Mais j'ai la chance d'avoir tellement de beaux souvenirs que je ne peux pas en sortir un. Voilà, je suis quelqu'un de gâté et je n'ai que j'ai tellement de bons souvenirs, j'en ai pas un seul. Je peux pas répondre à cette question. Mais mon dernier excellent souvenir de vie, si ça vous va, ben c'est mon voyage à Kinshasa. Parce que j'ai reçu tellement d'amour, de bienveillance, d'intérêt que vraiment je souhaite à tout le monde de vivre des moments aussi forts. Voilà, donc c'est une façon de dire visite Jersey. Alors, regrets, vous avez déjà un peu quelques regrets dans votre vie, par exemple, rapidement? Regrets, moi j'aurais beaucoup aimé animer une émission de radio de nuit où on laisse les gens s'exprimer, où on donne du temps aux gens pour parler. Voilà, j'aurais aimé avoir cette fonction. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais bon, ça peut être un peu plus compliqué aujourd'hui. Voilà. C'est pas un regret, mais voilà une chose que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas encore pu faire. Voilà, si vous devriez donner quelques conseils aux jeunes communicateurs, par exemple, et aux jeunes entrepreneurs, puisque vous êtes quand même dans ces deux domaines, donc de communication et d'entrepreneuriat, quels conseils, rapidement, en une minute, peut-être tout au plus, quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes communicants? Alors, un conseil commun, tant pour les communicateurs que pour les entrepreneurs, c'est oser, n'ayez pas peur. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre des barrières. Donc, il faut faire ce en quoi vous croyez. Ça, il faut le faire. Et peut-être, plus spécialement pour les communicateurs, mais peut-être que c'est vrai pour les entrepreneurs aussi, ne vous laissez pas dicter par les autres ce que vous devez faire. Donc, ça se rejoint. Mais voilà, osez, n'ayez pas peur de vous, n'ayez peur de personne. Croyez en ce qui vous anime. Et ça, c'est quand même très fort dans la vie quand on ne se met pas de barrière. Alors, Patricia, Benjamin, vous avez encore quelque chose à dire pour que vous ne partiez pas avec regret, que vous n'avez pas pu dire quelque chose, Monsieur Frédéric?
Patricia d'abord. Oui, alors moi je vais recommander le livre, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'est la publicité, hein? 1 000 € que vous allez payer. Hein? En tout cas, moi je me suis régalée, c'est très simple à lire et il y a des informations très pertinentes sur la communication, le métier de DIRCOM, mais aussi ça m'a parlé en tant que manager. Donc, il y a beaucoup de points qui se relient parce que ça m'a ouvert l'esprit aussi sur l'importance d'avoir un département dédié à la communication dans mon entreprise, chose que je n'avais pas. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, et avec la permission du père Jean-Pierre, on va mettre le lien parce que moi, j'ai acheté sur Amazon. Je ne sais pas si partout c'est disponible, mais on va mettre le lien d'Amazon comme ça, ceux qui sont intéressés pourront l'acheter. Merci. Voilà, je permets pour faire plaisir aussi à notre ami Frédéric, puisqu'il aime la République démocratique du Congo. Alors, Benjamin? Mon dernier mot, je pense que je vais aussi juste confirmer ce que Patricia a dit. Personnellement, je suis aussi impressionné et vu qu'elle a beaucoup aimé ce livre, je sais que tout ce que Patricia recommande, c'est toujours captivant. Donc, je passerai ma commande tout à l'heure et je serai heureux de lire aussi et d'enrichir un peu mes connaissances dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Vous êtes très gentils d'avoir été là aujourd'hui comme équipe du dialogue avec. Alors, pour finir, le dernier mot est à notre invité. Frédéric, un dernier mot. D'abord, est-ce que ça vous a plu? Nous vous avons bien traité dans ce dialogue avec. Alors, je n'avais D'abord ça, est-ce que nous vous avons bien traité, nous avons bien dialogué avant de dire votre mot de la fin? Je n'avais aucune inquiétude sur le fait d'être bien traité. C'était formidable d'avoir ce tir croisé entre vous trois et de vous répondre. Et mon mot de la fin, c'est tout simplement merci de votre confiance, merci de cette invitation et merci de cette confiance et de cette invitation à venir dialoguer avec vous trois. C'était un honneur et un bonheur. Voilà, merci beaucoup. Nous vous remercions, Monsieur Frédéric Fougerat, pour ces moments passés ensemble et pour votre amour aussi pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Jean-Pierre, est-ce que vous me permettez de sortir du champ 2 secondes? Je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, allez-y, avec plaisir. Regarde, attendez, vous m'entendez? Regardez ce que j'ai dans mon bureau. Oh là là! Oh, masterclass! Voilà. Oh, génial! Wow. C'est pas formidable ça? C'est formidable. Oui, j'ai vu l'affiche personnellement, il n'y a pas longtemps. Ben voilà, mais j'ai ce t-shirt qui trône dans mon bureau. Ah, super. Merci. Super. Alors, merci beaucoup. Nous remercions les téléspectateurs, les auditeurs qui nous ont suivis à travers YouTube, à travers Facebook, à travers X ou Twitter, à travers aussi Instagram. Un grand merci encore une fois à Benjamin pour la participation comme membre de l'équipe. Merci aussi Patricia pour cette fidélité. Nous aurons encore un autre rendez-vous mardi prochain. Avec le même plaisir, nous allons toujours vous recevoir. En attendant, vous allez retrouver cette émission demain au cours de la journée pour de nouveau suivre M. Frédéric Fougerat dans son dialogue avec nous et il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée à ceux qui nous suivent et qui sont dans le même fuseau horaire que nous et alors pour les autres encore une bonne journée et ça sera encore un plaisir pour moi avec toute l'équipe de dialogue avec et de vous retrouver très prochainement, au plus tard mardi prochain. Au revoir et à très bientôt.